Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Bonsoir à tous, bienvenue au Café Presse Politique. Nous sommes en direct sur Radio M. Bienvenue à nous tous avec un casting de rêve ce soir. Un casting de rêve parce qu'il y a des présents et parce qu'il y a un absent. C'est ce qui fait de ce casting un casting de rêve. Pardon, Akram ? Et des nouveaux. Et des nouveaux, un nouveau. Bonsoir Ammar Lachmout, vous êtes journaliste. Oui. C'est votre premier CPP. Bonsoir Abed Cherif. Bonsoir. Bonsoir Saïd Jafar. Bonsoir. Et bonsoir Akram Khalif. Bonsoir. On commence comme chaque mercredi 18h avec l'image qui vous a marqué cette semaine. On commence avec vous Saïd. Qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine ? Alors, c'est une information que j'ai lue aujourd'hui dans le journal Bilad, qui est l'octroi à Majer par le Wali d'Alger d'un terrain de 3500 mètres carrés à la Sablette. La question qui se pose, comment on a octroyé ces terrains? Et c'est une vraie question. Hein. Moi, je suis un habitué de la Sablette. Et je me pose vraiment la question, comment va se faire les attributions? Est-ce que ce sera un pouvoir régalien d'un wali ou d'un ministre? Ou bien les choses se feront dans la transparence, c'est-à-dire par le biais soit des enchères publiques, soit par des appels d'offres, etc. C'est une vraie question. On commence le bashing tout de suite ou là on attend un peu? Abed qui a toujours été contre l'Algérie C'était bashing. pas contre Majer spécialement, hein. C'est plutôt sur le fonctionnement du pays. Ammar Lachmout, quelle est votre image de la semaine? L'image de la semaine, je pense, le passage de Sarkozy sur le plateau du TF1 en essayant de se défendre l'indéfendable. Et ça a un petit peu marqué. Un petit peu. L'ancien président français qui a été mis en examen pour le financement de sa campagne électorale en 2007. Voilà, et son contrôle judiciaire. Tout ce qu'il a dit sur ce fameux plateau de TF1 a été battu en brèche le lendemain par un journaliste de Mediapart qui a contredit tout ce qu'a Sarkozy a dit, notamment j'étais pas à Paris le 24, 25, 26 janvier, alors qu'il y a des photos qui le prouvent. Qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine, Akram Khalif? Pas mal de choses, entre autres le débat qu'il y a eu sur les réseaux sociaux sur la situation des handicapés, qui a été provoqué par des remarques déplacées d'une certaine personne sur une certaine chaîne de télévision, et aussi la campagne pour de boycott d'achat des véhicules neufs, qui a donné apparemment ses fruits. On a vu les marchés d'occasion complètement vides et désertés cette semaine. Oui, mais y compris Tijlabi. Mais cette campagne, elle concerne les véhicules neufs, non? Tout à fait. Ça a impacté le secteur de l'occasion parce que les gens ne vendent pas et attendent les résultats de cette campagne. Et elle peut marcher cette campagne à cause des prix, bien sûr. Des prix. Bien sûr. Est-ce qu'elle peut avoir un impact? Apparemment, des gens peuvent se passer de voitures. Quand même. Aussi. C'est bien. C'est intéressant. Il faut encourager la chose. Cette déclaration du directeur du SOVAC, puisque la moyenne, c'est toujours entre 250 et 300 véhicules par jour. Qu'est-ce qu'il a dit, le PDG de SOVAC? Il a dit... Oui. On commente l'image de la semaine. Dans un matériel, je m'en fous. Est-ce que le boycott ou non? Il y a toujours un preneur pour mes véhicules. C'est ça ce qu'il a dit à Olmi. Très bien. Abed Cherif, je pense que vous avez beaucoup d'images de la semaine. Oui, mais je vais être très bref. Le ministre des Affaires religieuses, Mohamed Issa, menace de recourir à la loi contre Ferkous. Un ministre ne menace pas de recourir à la loi. Il fait en sorte que la loi soit appliquée. Il recourt à la loi directement. Voilà. 2, le texte de Nebni.
c'est un texte qui illustre tout le drame de l'Algérie. Il y a un côté de la réflexion, de la possibilité de travailler en groupe, d'innover, mais de l'autre côté, on sent toute l'inutilité de l'effort qu'on peut faire aujourd'hui en Algérie à cause de la déliquescence institutionnelle. 3. La déclaration de Hubert Védrine qui dit... l'ancien ministre français des Affaires étrangères. Voilà, à Alger, il dit... Dominique de Villepin, vous voulez dire? Dominique de Villepin. Ouais. Il dit on souhaiterait entendre la voix de l'Algérie sur certaines questions. C'est une déclaration à la limite de la décence diplomatique pour dire aux Algériens vous êtes muets, vous êtes inaudibles, on ne vous entend plus, il faut exister. Ça m'a vraiment choqué. Et Dominique de Villepin qui a fait une conférence sur le silence. Voilà, hier à l'École supérieure des affaires d'Alger. Merci donc pour cette image de la semaine. J'espère qu'à l'avenir, à Abed, vous aurez toujours une seule image de la semaine. Cela incombe vraiment une présence hebdomadaire chaque mercredi. On commence donc le café presse politique par la politique. On va essayer d'aborder un peu le magma politique avec tout ce qui se dit actuellement sur un éventuel ou pas remaniement. Une chaîne de télévision quand même nationale a donné l'information d'un remaniement. Vous avez vu que pour la première fois, il y a des listes complètes des membres du gouvernement qui circulent sur les réseaux sociaux avec des détails, avec les noms de tous les nouveaux ministres. On est à presque un an de l'élection présidentielle, si tout se passe bien. On parle d'un remaniement, mais on va se poser une question dans le CPP ce soir. Déjà, à quoi sert un gouvernement à un an de l'élection présidentielle et à quoi sert un gouvernement de manière générale? Abed Shelf. Grande question, il faut peut-être cadrer un petit peu la chose. Il y a plusieurs niveaux. Je vais parler sur un premier niveau. L'utilité d'un gouvernement. La Constitution de 89 a institué un chef de gouvernement qui était responsable devant le Parlement et qui avait un certain nombre de prérogatives importantes. Quand M. Abdelaziz Belkhadem a été nommé Premier ministre, il a fait une première déclaration en disant « Je suis coordinateur du gouvernement, pas chef de gouvernement ». Donc, il avait déjà aboli le poste de chef de gouvernement. Il est devenu coordinateur. Donc, c'est le vrai patron du gouvernement, c'est le président Bouteflika. Et ensuite, avec le temps, on a eu des situations nouvelles. Et quand tu dis à quoi sert le gouvernement, on est obligé de penser au gouvernement d'aujourd'hui. À rien. La semaine passée, vous avez parlé de Hamrouche, j'étais absent. Et là, je vais citer une phrase de Hamrouche qui a dit « L'Algérie a des ministres, mais elle n'a pas de gouvernement. » Un gouvernement, c'est une équipe qui définit des orientations dans le cadre d'un conseil de gouvernement ou d'un conseil des ministres. Donc c'est ça qui fixe le cap de l'action de l'État, du gouvernement et donc les grands choix du pays. Ce conseil de ministres ne se réunit plus. Les conseils du gouvernement, on n'en entend plus parler. Et donc nous avons des individus qui sont dans des ministères et qui vaquent à leurs affaires. Certains, je suppose qu'il y en a qui essayent de faire pour le mieux. D'autres gèrent des carrières, d'autres sont là parce qu'ils obéissent à des réseaux, des clientèles, etc. Et d'autres ne savent même pas pourquoi ils sont là. Et donc, en l'état actuel des choses, je vais dire une énormité par rapport à mon regard sur Ouyahia, je le plains. Ouyahia est Premier ministre, il est chef d'un gouvernement qui n'existe pas, parce que Ouyahia n'a pas été élu. Il n'a pas la légitimité pour imposer une autorité à ce gouvernement. On sait que les ministres ont été nommés par des groupes, par des clans, des lobbies, des réseaux. C'est pas Ouyahia qui les a nommés. Donc il n'a pas autorité sur eux. Il peut pas leur fixer le cap ou leur donner des orientations et donc voilà, chacun est dans son coin, il fait ce qu'il veut. Vous avez bien fait de dire que ce n'est pas lui qui nomme le gouvernement. C'est peut-être un peu plus difficile aussi d'être Premier ministre dans un gouvernement qu'on ne nomme pas ou avec des ministres avec lesquels on ne s'entend pas. Je rappelle juste qu'Abdelaziz Bouteflika a dit fin 99 ou 2000, je suis le chef du gouvernement. C'était le rédacteur de l'APS. Si
Si Abdelaziz Bouteflika était le chef du gouvernement, si dans sa tête il l'est, et qu'aujourd'hui il est affaibli, il est amoindri, donc on peut dire qu'il n'y a pas de chef du gouvernement aujourd'hui, Saïd Jafar? Il n'y a pas de chef de gouvernement dans la Constitution. C'est ça. Et ça n'existe plus dans la Constitution. On a un Premier ministre. Et ce n'est pas un changement de purement lexical. C'est-à-dire, en arrivant au pouvoir, Bouteflika a dit, moi, le chef de gouvernement, je n'en veux pas. Parce que pourquoi ? Un chef de gouvernement qui serait l'émanation d'une Assemblée nationale, ça veut dire que l'Assemblée nationale a un pouvoir. Et c'est elle qui désigne le chef de gouvernement. S'il y a une majorité qui n'est pas conforme à celle du président, elle peut désigner un chef de gouvernement que le président devrait accepter. Or, donc, il a fait d'un coup double, c'est-à-dire il a éliminé le chef de gouvernement et il a vidé l'Assemblée nationale de son existence. Il a agi en 2 étapes. Il a vidé le gouvernement de sa substance, il l'a fait de fait, et ensuite il a légalisé ce fait dans la nouvelle constitution. Tout à fait. Amal Hachmout, à quoi sert un gouvernement aujourd'hui, surtout quand on dit qu'il est partant et qu'il va changer? بغض النظر عن ما هي صلاحيات الحكومه يعني الحكومه تقدر تكون عندها برنامج او مشروع تنموي. احنا واش رانا نشوفوا اكطويلمون le gouvernement là il axe le plan تاعو sur 2 choses. La planche à billets et c'est 19 milliards de dollars. Maqbel Yahya a déclaré que proximité dans l'Assemblée générale dans 2 milliards, 3 milliards de dollars. Alors actuellement, les chiffres de la banque Jazairi, c'est 19 milliards. Et personne n'a analysé cette somme colossale de l'argent. يعني هذا يعتبر ميزانية بعض الدول. Et la deuxième comment dirais-je, initiative prise, c'est la limitation des importations. Alors, il ne faut pas être génie pour gouverner le pays maintenant. Si on prend deux décisions, la planche à billets, l'importation. وين راه لو جيني وين راه لي ريفورم ستركتورال وين راهم la première le problème la question qui a été prise par exemple par le gouvernement de le cadre الشراكه العموميه الخاصه وصار عليها scandale et tous les lobbies financiers de la mafia y compris la petite mafia elle s'est ingérée dans le débat actuellement jusqu'à le président s'est intervenu. Alors احنا donc ماناش عارفين quel est ce programme du gouvernement et puis il y a une absence constatée de Ahmed Yahya, on l'entend plus, on sait pas où il est. Il vient de faire une réapparition. Il est obligé. Le start-up. Il fait des apparitions quand il est obligé. C'était pour un peu Erdogan, un peu Dominique de Villepin, pour quelques conférences. En fait, on est arrivé à une situation où, contrairement par exemple à une période de l'histoire, où Yahya était un peu très nécessaire pour le régime. Aujourd'hui, qu'il reste ou qu'il parte, n'a aucune différence. Il peut même être remplacé par Tebboune, n'est-ce pas? Oui, ou par quelqu'un d'autre. Par un de ses prédécesseurs. Hadja est très importante aussi. On vit une crise économique et financière كبيرة كما يقولوا. À une année des élections présidentielles, est-ce que c'est logique de lancer un programme économique qui peut résoudre des problèmes dans une année, في عام واحد? Alors quels sont le gouvernement actuel مرتبط بالانتخابات الرئاسية أو مرتبط بالأزمة الاقتصادية? Il y a شغل flou. يعني même ils sont paralysés. كاع الأعضاء الحكومة ils sont paralysés. Ils savent pas quoi faire. Ils ne peuvent pas prendre une décision. يعني اليوم شفنا بدوي ووزير النقل راحوا الأضرار فتحوا du gaz, un champ gazier. وين كان وزير الطاقة? Pourquoi il n'était pas là aussi? On se demande des questions. Qu'est-ce qui est en train de se poser? Le problème. Le ministre de l'Intérieur est très actif ces derniers mois. On peut se poser des questions. Mais quand vous avez parlé de crise économique, il y a eu pourtant la task force de Abdel. Je pense toujours à vous. Donc, on pense qu'elle n'a rien fait. Bon, j'ai promis d'en parler, donc puisque tu le fais, ça va m'épargner d'en parler. Akram. En fait, je crois que une des erreurs qu'on est tous en train de commettre, c'est de nommer le gouvernement algérien du nom d'un gouvernement. Ouais. Alors que
selon moi, une des principales réussites du président Bouteflika, c'est d'avoir transformé radicalement l'Algérie, la nature du régime algérien, en Merzen marocain. Nous avons une sorte de gouvernement et de premier ministre qui joue le rôle de grand chambellan, de grand chambellan. On a un gouvernement merzenien qui gère le trésor public. Et on a le fait du prince, on a le fait du roi, en fait, qui dicte les grandes décisions, qui fait en sorte que les politiques sont appliquées et sont faites. L'illusion, ce que tu dis, cette mutation est réelle et elle est forte. Et Ouihia, il a un problème parce qu'à un moment donné, il était chargé de faire illusion. N'oubliez pas qu'on a eu Abdelmalek Sellel, Premier ministre, pendant 5 ans. Et donc, on s'est dit, venir après Sellel, et surtout avec la réputation qui était collée à Ouihia, beaucoup de gens se sont dit sincèrement qu'il pouvait apporter une espèce d'apparat, une espèce d'apparence, une espèce de présence de l'État avec fort bureaucratique qui est là. Et aujourd'hui, il se rend compte qu'il ne peut pas. Il ne peut pas parce que les compétences dont parlait Akram, les prérogatives du gouvernement ont été progressivement transposées ailleurs. Ça s'est fait par glissement dans le temps. Et les ministres, ils détiennent formellement la décision, ils peuvent signer des documents, etc. Mais le pouvoir réel, on sait très bien qu'il est ailleurs. Des lobbies, des groupes. La bureaucratie essaye bien de résister pour garder un certain nombre de prérogatives. Parfois, elle fait des accords avec les groupes d'argent, avec les lobbies. Mais le pouvoir est en train de basculer ailleurs. On dit qu'il faut 6 mois pour un ministre pour essayer de s'habituer aux affaires de son ministère et de commencer à travailler. Il est clair qu'avec ce changement de gouvernement, avec tous ces changements de gouvernement, on ne cherche pas du tout à réformer ou à transformer un secteur, mais juste gérer les affaires courantes. En fait, il n'a même pas besoin de 6 mois. Les ministères sont gérés par les secrétaires généraux de ministère. Et donc, le ministre, là, il est là pour... Dans le cas où on veut changer les choses. Non, on ne change pas les choses par le biais d'un changement de ministre. C'est soit on a une vision sérieuse, soit on a des institutions sérieuses, on a un fonctionnement institutionnel, etc. Ça, on peut l'envisager, mais tel que ça se passe là, où l'informel, même au niveau des décisions les plus graves, l'informel l'emporte sur l'institutionnel. On est dans un cas flagrant de régence. Alger est devenu une régence. Ce n'est plus une république. J'allais dire, ce n'est plus une démocratie. Ce n'est plus une république. Il n'y a même plus la recherche de consensus. Il y a une verticalisation du fait politique maintenant qui remonte le plus haut possible, avec des ministres qui agissent en PDG d'entreprise ou PDG de secteur, et comme je l'ai dit tout à l'heure, un Premier ministre qui fait office de grand chambellan. Moi, ça me rappelle toujours, il y avait le shérif Belkacem Rahmoud dit que Bouteflika, on l'a choisi parce qu'il sait parler. En fait, on est aujourd'hui arrivé à une situation où plus personne ne parle. Il n'y a aucun discours. Est-ce qu'il y a un discours palpable, qui a du sens? Rien. Dans un gouvernement qui n'aimait plus rien. Et donc, à tous ces facteurs dont on a parlé, il faut ajouter le fait que nous sommes dans une période on ne sait même pas si c'est une fin de l'année ou pas. On est dans une période préélectorale. Et donc, personne ne bouge parce que si le président Bouteflika est candidat pour un 5e mandat, toute personne susceptible de s'exprimer de l'intérieur du sérail est une personne morte. Donc les gens attendent, et alors que la situation devrait imposer un sursaut énorme. Ça réduit à monsieur Ouihia à il va me faire pitié, je vais avoir pitié de lui à la fin parce que il est dans une situation, il est prisonnier d'une situation sur laquelle il ne peut pas agir
Et en plus, puisque toi, tu posais la question à quoi sert un gouvernement, tu voulais dire à quoi sert le gouvernement, Yahya. À quoi il peut servir aujourd'hui? Eh ben, il faudra trouver. J'ai une idée sur ce à quoi il devrait servir. Mais aujourd'hui, il essaye d'être là dans une situation qui est tellement inconfortable. Et il faut peut-être voir les choses autrement, sous un prisme bien différent. Tu es Ahmed Ouihia, qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois gérer ta carrière. Donc, Ouihia aspire à être président de la République. Bon, c'est légitime, il peut avoir cette ambition-là. S'il veut être président de la République, c'est en 2019 ou après? Il ne sait pas. Enfin, j'imagine qu'il a une idée, il doit savoir. Si c'est en 2019, ça veut dire que le président Bouteflika n'est pas candidat. Dans ce cas-là, la donne est changée. Ce n'est pas le président Bouteflika qui désigne le successeur, c'est Dawla al-Amiqa qui va gérer. Donc la décision lui échappe. Si le président Bouteflika est candidat, il va le soutenir. Point barre. Quelle que soit la situation économique, politique et sociale. Quelle est sa marge de manœuvre dans cette situation? Il est obligé de regarder les choses se faire, de parer les coups en essayant de se préserver pour l'après Bouteflika. En fait, on a un gouvernement qui... Bon, pardon d'utiliser le terme gouvernement, mais on a ce qui fait office de gouvernement dont la mission, en fait, est de maintenir le statu quo, de ne pas trop troubler les choses. Hein, même s'il faut des réformes, par exemple, qui pourraient être douloureuses pour la masse des gens, on ne les prend pas. On dit, continuons à dépenser au présidentiel. Après, on prendra les mesures. On est dans un gouvernement de statu quo. Ce qui n'empêche pas de servir les amis. Absolument. Et la clientèle du pouvoir. Indéniablement. Mais on n'arrive pas. يعني كاين الاحتجاجات الاجتماعية. كاين تاع الأطباء المقيمين. Ça fait 3 mois. كاين الاساتذه الجامعيين ايضا، الطلبه الجامعيين ايضا، كاين متقاعدي الجيش، كاين الكنابيس، تعاود تزيد تنتغ في اضرابات اخرى. C'est-à-dire, il y a un statut quo au niveau des décisions de pratique, de concrétisation des projets. Mais le Front social, Louise Hanoun trouve il y a peut-être un débordement, peut-être un prix révolution, je ne sais pas comment elle définit le Front social. Mais quand même, on sent quelque chose. Il y a une atmosphère de peur maintenant chez les gens dans la rue. On voit le dispositif sécuritaire, on fait au niveau du champ manœuvre, la grande poste. Il y a toute cette atmosphère. On ne comprend pas ce qui se passe. Oui, un gouvernement, ça devrait servir, entre autres, à des arbitrages, à régler un certain nombre de problèmes. Alors, on prend un cas qui est très concret. L'histoire des médecins résidents ou là, celui des enseignants. Il y a un conflit social, il y a les positions des uns et des autres. Dans n'importe quel pays du monde, on voit les uns et les autres, on essaie de négocier, de pousser vers un compromis. Mais est-ce que M. Ouihia a la latitude d'intervenir dans le secteur de l'enseignement? On n'en sait rien. On ne sait pas. Peut-être que s'il a la velléité d'intervenir dans le secteur de l'enseignement, on va considérer qu'il est en train d'essayer d'imposer une hégémonie qui est la sienne sur le gouvernement, et donc ça sera très mal perçu. Et donc, il est là, il regarde, il ne peut rien faire. Donc, et dans tous les secteurs, c'est pareil. Tu as des ministres qui menacent de faire appel à la loi. Oui. Voilà. Il y a un autre scénario aussi. Est-ce que le gouvernement pousse à le pourrissement? هذه السلطه المقبل السلطه السياسيه vis-à-vis certains événements comme ce qui s'est passé في بلاد القبائل مثلا سي راحوا لو بوريسمون pour régler les problèmes. C'est une théorie. هي يقول لك خلي التعفن حتى حتى كل الطاقات تنفجر ولا تضمحل. On peut négocier. Il veut pas négocier, il veut pas un équilibre. Ils sont dans une sorte de démarche de statu quo où ils croient que s'ils cèdent, c'est au ministère de l'Éducation, par exemple, Ben Rabret, elle a décidé, en fait, selon ma perception, elle a décidé d'en finir avec le CNAPEST.
C'est-à-dire, pour elle, le but, c'est d'éliminer le CNAPES. Le problème, c'est que ça se décide pas comme ça. C'est-à-dire, est-ce que tu vas virer tout le personnel qui suit le CNAPES? Voilà, on est dans ces démarches-là où il y a absence d'arbitrage qui fait qu'on n'arrive pas à trouver des compromis qui puissent faire marcher les choses, à défaut de réformer en profondeur. Écoute, j'ai envie d'inverser ta question. À quoi sert un gouvernement? J'ai envie de poser la question autrement. À quoi devrait servir un gouvernement? Aujourd'hui, à quoi devrait servir un gouvernement? En l'état actuel du pays, régler les crises, régler les problèmes, la relance économique, pour moi, tout ça, c'est de la foutaise parce qu'il y a un préalable de base qu'il faut régler. Ce que devrait faire un gouvernement aujourd'hui, c'est faire un diagnostic sur le nœud du problème. Aujourd'hui, en l'état actuel des choses, je pense qu'il y a deux priorités pour le gouvernement et pour tout le pouvoir. Le premier, c'est de réorganiser le pouvoir lui-même. L'Algérie a besoin d'un pouvoir. Elle a besoin de centres de décision, au singulier et au pluriel. C'est-à-dire une présidence qui préside le pays et un gouvernement qui gouverne. Il faut revenir à ces éléments basiques. Le deuxième front sur lequel devrait agir le gouvernement, c'est essayer de ramener la décision et le fonctionnement du pays dans un cadre légal, institutionnel. Tout ce qui se passe, toutes les décisions qui sont prises, toutes ces concertations ou les non-concertations, tout cela, il faut la ramener dans les institutions, y compris avec le Parlement actuel. Essayer d'organiser de vrais débats économiques, politiques dans le cadre du Parlement actuel, dans le cadre du gouvernement actuel, pour ramasser un petit peu tous ces lambeaux de pouvoir et en faire un pouvoir. Je pense que ça va être le prochain mandat, ça peut pas être celui-là. Ce que je trouve par contre étonnant, c'est qu'aucun parmi nous n'a parlé de l'organisation des élections comme prérogative ou même de dire que il incombe à ce gouvernement d'organiser peut-être la fraude lors des prochaines élections. Donc le mandat d'un gouvernement algérien n'est même plus celui de l'organisation d'élections. Et ça a changé. En 2014, on était encore à ça. On avait encore des automatismes de nommer un sellal qui est homme d'appareil et homme d'organisation d'élections. Aujourd'hui, même ça, ça ne fait plus partie de l'agenda. L'administration est en pilotage automatique en général sur ces choses-là. C'est-à-dire, qu'il y ait celle-là où Yahya à la tête du gouvernement, c'est l'administration. Le reste d'état profond que nous avons. On peut même nous surprendre pour ramener un homme, on va dire crédible, entre guillemets, c'est-à-dire quelqu'un qui a la réputation d'une certaine probité, ou là, comme Premier ministre, et il va organiser les élections. C'était bon, monsieur le. Chacun a ses idoles, mon cher ami. Très bien. Oui, Amar. Est-ce que les centres de décision au sein du système existent toujours, ou il se trouve maintenant qu'il y a un centre de décision? Non, en fait, le problème le plus grave, c'est qu'il n'y a plus de centre de réflexion. Il y a plus en Algérie des lieux où les gens pensent, réfléchissent, se projettent. On a le BNI, heureusement d'ailleurs, c'est ces petits lieux où est-ce que les gens réfléchissent. C'est dans les petits think tanks qui sont un peu excentrés, qui sont pas dans le système. Il y a aussi mais autrement, plus personne. Il y a aussi le salon vert du CPP, quelques minutes avant le début du Café Presse Politique. On termine avec vous, Akram? C'est bon. On termine. Le CPP revient dans un tout petit moment. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous.
Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Bienvenue à tous à la deuxième partie du CPP, le Café Presse Politique. Comme chaque mercredi à cette heure-ci, nous sommes en direct sur Radio M avec nos invités ce soir, Ammar Lachmout, Abed Sharif, Saïd Jafar et Akram Kharif. Nous allons parler en deuxième partie de politique, mais aussi de religion, un peu plus de politique que de religion, avec cette affaire Falkous, le nom de cet imam de Kouba à Alger, qui a fait une déclaration récente sur les courants, sur les courants al-madhab, qui existent actuellement et qui ne seraient pas, selon lui, du sunnisme. Une déclaration qui a été fortement critiquée par le ministre des Affaires religieuses, Mohamed Issa, avant qu'il ne fasse un rétro-pédalage. Et cela va nous pousser un peu à parler de cette relation compliquée entre la politique et la religion, mais surtout entre les politiques et le salafisme, au moment où cela suscite le débat, notamment en Europe et en France. Nous en parlerons, où ils veulent faire interdire le salafisme. Est-ce que c'est possible? Posons une question folle. Ça ne veut pas dire qu'on est pour ou contre. Interdire le salafisme, est-ce que ça a un sens? Est-ce que c'est possible en Algérie? En Algérie? Oui. Non, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et à l'étranger, est-ce que ça a un sens? Ça relèverait de la persécution raciste. Voilà. C'est possible, bien sûr. On a vécu. En fait, on n'interdit pas des idées, on peut les combattre, mais les interdire. Est-ce qu'on peut mettre ça dans l'escarcelle de l'islamophobie? La déclaration d'Édouard Philippe, il a dit on n'interdit pas. Le Premier ministre français. Voilà, on n'interdit pas une idée. On sanctionne les comportements qui peuvent en découler. Ça relève du bon sens. On n'est pas devant un phénomène social. On est devant un mouvement social. يعني السلفية الآن هي حركة اجتماعية. يعني c'est un mouvement social. يعني الدين, la religion maintenant. On a vu la polémique اللي صارت في الألمان. وزير الخارجية يقول لك أن ألمانيا هي بلد مسيحي. يعني la religion maintenant, il est l'un des facteurs de trouble et l'un des facteurs يعني كما يقول كيسنجر يعني من السبعينات يعني من الثورة الإيرانية والجهاد الأفغاني وتسكيس سقوط الاتحاد السوفيتي وظهور الجمهوريات الإسلامية على مستوى الاتحاد السوفيتي. أصبح الدين عنصر فعال في الجيوبوليتيك، وهذا على المستوى الجيوبوليتيك، على المستوى الإقليمي والدولي، وعلى المستوى الداخلي l'un des instruments de lutte politique. يعني هو صراع سياسي. parce que en fait de compte يعني هاد les courants كاع هما عندهم un seul objectif، هدف واحد، وهو من هو اللي ياخذ السلطة الروحية. يعني quels sont le pouvoir spirituel. parce que à travers ça on va يعني كي تاخذ السلطة الروحية الفعلية vous allez instaurer un système de domination politique et sociale et intellectuelle. c'est ça. هذا هو الرهان الحالي. ما تخافش لازم تسميها خلافة على طريقة النبوة. Parce que هذا هو الهدف، هذا هو l'objectif principal du mouvement, on va dire Maître Ali. C'est l'objectif. Alors, tu as parlé de Maître Ali. Là, l'idée salafiste, on ne peut pas l'interdire. Par contre, on peut interdire ses implications juridiques et politiques. Moi, j'ai vu un document qui donne à Farkous l'agrément d'une organisation qui n'est pas algérienne. Ça, c'est supposé tomber sous le coup de la loi. Donc, et ça me ramène à regarder la question sous un regard politique. Moi, je crois à l'État national de manière un peu plus poussée à, disons, un espace que j'appellerais maghrébin. Mais fondamentalement, ma réflexion, ma pensée politique s'inscrit dans le cadre d'un État maghrébin, d'un État national. Il y a quelques semaines,
on a parlé dans une émission, on a parlé des relais. Et aujourd'hui, le salafisme, c'est le relais d'une branche de l'islamisme politique. Les frères musulmans, c'est le relais d'une autre branche. Et donc, ce sont deux types de pensées qui relaient des pensées qui ne sont pas algériennes. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas présentes en Algérie. Je dis qu'il y a des organisations et des structures transnationales que ces gens-là représentent plus ou moins publiquement, plus ou moins, pas officiellement, mais officieusement. Tout le monde sait que telle partie, c'est la branche algérienne des frères musulmans. Ça pose un vrai problème. Ce qui a été construit donc, par le mouvement national pendant la guerre de libération et durant les premières années de l'indépendance autour de l'idée de l'État national est battu en brèche aujourd'hui par ces phénomènes religieux. Et à cela s'ajoute la mondialisation. Donc il y a fragilisation, surfragilisation dans un pays aux institutions fragiles et à la société très fragile. C'est extrêmement inquiétant. En fait, là, tu es sur le long chemin. En fait, l'islamisme, c'est un peu l'échec de l'État national. C'est-à-dire l'islamisme, des gens qui ont été pieux dans notre pays, nos parents étaient pieux, sans être dans un islamisme. Ils étaient des Algériens, mais c'est l'échec de l'État-nation. En fait, on peut dater. Le mouvement a commencé un peu dans les années 70, 80, et l'élan qui a été le plus donné à ces mouvements, c'est après la révolution iranienne, où l'Arabie saoudite a très fortement investi en termes, les chiffres, c'est faramineux en termes de milliards de dollars, un peu partout, c'est-à-dire dans ces mouvements-là. Je partage pas totalement. Enfin, dans le sens, quand on dit l'échec de l'État-nation, on a l'impression que c'est définitif, que ça s'est écroulé. Voilà, j'ai envie de nuancer ces propos. D'accord. Disons que l'État national a mis la barre tellement haut qu'il n'a pas pu atteindre ses objectifs. Et une autre pensée a voulu s'est proposée comme alternative. Objectivement, est-ce que l'État national pouvait donner plus ? La question reste ouverte, je n'ai pas envie de répondre. Maintenant, les réponses à l'islamisme qui sont en train de se mettre en place, elles reviennent à l'État national. Quelle que soit la brutalité, quelle que soit la dureté de la réponse, par exemple en Syrie, en Irak, etc., on est en train de revenir à l'État national. Disons qu'il n'a pas perdu définitivement face à l'islamisme. La deuxième chose, c'est l'islamisme ne propose pas le dépassement de l'État national, il propose un retour à quelque chose de mythique qui a lamentablement échoué. Il faudra que des gens puissent dire un jour, de manière claire et simple, que la khilafa a été battue, écrasée par l'État national né en Occident, qui était porteur de valeurs, de normes, de structures, d'organisation et de pensée qui étaient supérieures. Voilà. En réalité, la khilafa était, je te corrige, elle a été battue avant tout par l'empire moghol, qui était un empire laïque, qui était un empire qui assimilait tous les peuples qui étaient sous son gouvernement, et qui était un empire, bien sûr très brutal, mais très ouvert aussi. Donc on voit le chute du premier califat abbasside a été dû à ça. Donc bien avant l'État-nation. C'est dû d'abord à une ouverture, à une laïcité imposée par un État fort. Bon, passons. Je voulais parler du métralisme, parce qu'il faut un peu spécifier, et il y a de nouvelles donnes. Il y a un gros changement. La sortie de Ferkoz n'est pas innocente. Donc, déjà, il faut rappeler ce qui s'est passé. Donc, le site ferkoz.com qui est utilisé par ce cheikh qui est un Algérien, un Algérois de Kouba, qui est docteur en théologie islamique. Ould El-Qubba. Ould El-Qubba, c'est un docteur en théologie islamique. Je crois que c'est le premier docteur en
théologie islamique en Algérie. Il a eu son doctorat au début des années 90. Cet homme-là a un site internet qui draine 60 millions de visiteurs, qui a drainé 60 millions de visiteurs. C'est quelqu'un dont les fatwas font pratiquement office de loi pour certaines franges de la population, non pas algérienne, mais algérienne, tunisienne, libyenne et marocaine, parce que son aura s'étend jusqu'à la Libye. Il est un peu le légataire du métralisme en Afrique du Nord, au Maghreb. Donc cet homme-là, qui édite un éditorial mensuel, a clairement déterminé les firq qui n'étaient pas, qui étaient d'Allah, donc qui étaient il ne l'a pas dit directement, c'est sous-entendu, mais on le comprend, et ça inclut l'ibadisme. Donc ça inclut une partie de l'Algérie, ça inclut l'Ikhwan, ça inclut le soufisme, ça inclut le Mu'tazila, ça inclut en fait en tout 11 courants politiques. Il est parmi les gagnants. Non, ce n'est que lui. Il n'y a que bon, donc cet éditorial vient après une perte de vitesse de Cheikh Frekous par rapport à sa tutelle en Arabie Saoudite. Parce qu'il y a, entre-temps, il y a eu Mohammed Ben Salman qui a entamé des réformes, y compris théologiques, y compris sur l'aspect politique. Et Mohammed Ben Salman, qui parle d'enlever l'instance de Nahy al-Munkar ou al-Ma'rouf, a commis, selon l'entourage de Frekous et de Frekous, l'irréparable. Donc lui-même a manifesté une sorte d'opposition à cette démarche, et il s'est retrouvé mis sur la touche par Riyad, donc on va dire par Médine, par les oulémas de Médine, qui ont nommé d'autres personnes comme légataires du métralisme en Algérie. Et aujourd'hui, on a un schisme à l'intérieur du métralisme en Algérie. Et ce schisme-là, il renferme un potentiel de violence qui est énorme. Même si le métralisme, en principe, est une organisation politique, excusez-moi, une organisation apolitique, pacifiste et donc non partisane. Elle est en train de subir une mutation très très profonde à cause de ces événements-là. Alors ça pose un vrai... C'est rare que Abed Shelf cède la parole, alors profitez-en. أنا لا أعتقد أن ما يجري هو عنده علاقة لأن البنية القاعدية تاع الدولة السعودية هي دولة وهابية نجدوية سلفية. يعني هي حتى الآن يعني هي الحرب التي تؤديها ضد إيران والحرب التي تقودها في اليمن هي حرب تستعمل فيها لا باز ايديولوجيك تاعها سي لو سلفيزم السنه، وبالتالي السعوديه تقعد دوله سلفيه تتبنى الفكر السلفي باسكو سي اون ايديولوجي. يعني هي غدوه السعوديه ما عندها حتى ايديولوجيا كيفاش راح تبسط السيطره حول لبنان او اليمن او ايران. وبالتالي استغلال السعودية للدين والسنة وأهل السنة يبقى أمر مطروح، وهو قاعدة أساسية في بناء الدولة القومية السعودية تبنات على توافق بين القبيلة وهي آل سعود وبين المرجعية الدينية وهو آل الشيخ ومحمد عبد الوهاب. يعني هذا التأسيس ضروري. خطورة المداخل مثلا فين تقع؟ هي المدخليين برزوا، يعني هو العالم مش نعرفوا يعني الربيع المدخلي برز في الحرب خلال حرب الخليج يعني لما دخلت القوات الأمريكية صرا ان كونفلي بين الدين الرسمي السعودي وبعض التيارات الصحوية، يعني كان سلمان بن فهد عودة وبعض العلماء الرسميين، صرا ان كونفلي، صرا صراع يجوز أو لا يجوز. دخل فيها المدخلي، هذه المدخلي دخل كصف ثالث، وبالتالي هو فتى بجواز الاستعانة
الدول بالامريكا القفزه اللي دارها المدخلي كيفاش كومون الى اتيري لاتونسيون سي ليكسبريسيون فيربال يعني الاستعمال اللفظي تاعو هي حركه عنيفه لفظيا سي الاغراس يعني تم التفسيق التفجير التكفير خروج عن المله كذا 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 هناك انا قريت يعني هناك جو سي با يعني لو دوكيمون ولكن انا قريت مثلا ان الاستخبارات الامريكيه انا قال لك باللي هذه الفرقه هذه لابد ان نعتمد عليها باسكو اني اون ترين دو فيكولي نوز ايدي يعني هي تحارب الارهاب تحارب التكفيريين و elle donne le support à nos alliés politiques et militaires c'est-à-dire c'est un instrument très efficace ديني وسياسي باش اون فيكول نوز ايدي يعني المدخليين انتقلوا للجزائر عبر فركوس بتزكيه معينه يعني هو سي با اون اورغانيزاسيون لأن هما يعطوا الولاء للدولة السعودية هما يعني المداخل على المستوى السعودية والخليج يمدوا الولاء للدولة السعودية سي با اون اورغانيزاسيون بوركوا علاش يعني تو بو با لي ديفينير باسكو تقدر تيليميني ان شاف سودانمون يخرج لك شاف واحد اخر باسكو سي با اون اورغانيزاسيون تيار on peut pas le neutraliser parce qu'on عنده المرجعيه تاعو الدينيه وعنده المرجعيه التاريخيه ومرجعيه سي بور سا حاجه واحده اخرى يعني لو سيل il y a de l'autre contre الطرف الثاني الطرف اللي هو داخل معه في الصراع هو التيار السلفي اللي له امتداد في تاريخ الجزائر يعني جمعيه العلماء المسلمين وهي ما نقولوش تيار سلفي ولكن تيار اصلاحي سلفي يعني مبارك الميلي مثلا كتب كتاب اسمه الشرك ومظاهره وما تنساوش ان جمعيه العلماء المسلمين دخلوا اون كونفلي مع المرجعيه الدينيه التقليديه وهي الزوايا ويعني وبن باديس. On apprend que les oulémas sont des salafistes en Algérie. Bien sûr, ce sont des salafistes, c'est des salafistes. C'est plus compliqué, Non, يعني ماشي بالمصطلح الحالي يعني سي با ماشي ولكن بن باديس مثلا قرا في السعوديه بشير ابراهيم قرا في السعوديه مبارك الميلي قرا في السعوديه عبد اللطيف سلطاني نهار كتب دون لي زاني 70 que المزدكية أصل الاشتراكية il a mené toute une attaque contre les orientations politico-idéologiques économiques du système بناء على تصور سعودي ما تنساش أن أيضا أن جمعية العلماء المسلمين وهي طبقة شبه برجوازية إقطاعية مثلا وهذه ولكن كان تواصل بين التيار السلفي يعني كان اسمح لي استاذ هي جمعيه القيم اللي اسسها الهاشمي طاجوري هي لازم كمان نوضحوا جمعيه العلماء المسلمين قاعدة توجور في إطار الدولة الوطنية ما خرجتش من إطار الدولة الوطنية حتى وإن كان أفكارها سلفية ولكن قاعدة في إطار الدولة الوطنية. Dans tout ça, moi ce que je retiens, c'est qu'on avait le clivage Shia-Sunna. Ensuite, chez les sunnites, on a le clivage salafiyyin contre frères musulmans. Il faut juste dire que salafiyyin, ils sont contre l'activité politique partisane. Les frères musulmans sont partisans, ils ont créé des partis. Ensuite, dans le salafisme, il y a aujourd'hui une nouvelle scission. C'est ce qu'ils appellent le salafisme piétiste, celui qui n'admet pas, qui n'admet pas de se soulever contre le gouvernant. Et le wahhabisme tel qu'on l'a connu, le wahhabisme de propagande qui déborde sur des tendances violentes. Tout ça, c'est transversal par rapport aux États. Or, il n'y a pas moyen de s'en sortir avec tout ça. Il y a eu... Moi, ce que je retiens de l'histoire de mon pays, c'est que ce qui s'est construit et qui a permis à l'Algérie d'avancer, on va dire de 1920 jusqu'à la fin du XXe siècle, c'est l'idée d'État national
pour s'organiser au plan interne selon des idées modernes. C'est ça qui a fait avancer le pays. Là où d'autres idées ont tenté de revenir en arrière, ça a systématiquement provoqué de la violence, des destructions. Il faut le dire, parce que là on peut parler un peu plus sérieusement. Le ministre qui fait un pas en avant, puis il fait 2 pas en arrière, en fait, il a un gros problème. Le gouvernement algérien a un gros problème. Ils se sont appuyés pour des raisons politiques sur Hadi Salafi al-Ilmiya pour contrer l'islamisme politique, parce que Salafi al-Ilmiya, c'est l'anti-islamisme politique. Mais sur le fond, il y a un problème de formation sérieuse des imams. Aujourd'hui encore, tu peux encore trouver des imams qui te disent que Zenzela, c'est parce que Kayen Foujour, alors qu'ils auraient pu... c'est un discours moyenâgeux. Ils auraient pu aujourd'hui l'adapter avec un peu de savoir scientifique et dire que c'est une épreuve pour que les gens deviennent meilleurs et donnent le meilleur d'eux-mêmes. Il y a des choses qui n'ont pas été faites par l'État national. Il faut noter 2 choses, Akram. Il faut noter تقارب بين 80-82 تقارب بين شادلي بن جديد الله يرحمه والسعوديه. Il y avait un approchement يعني بعد الاتفاق الطائفي لبنان يعني كان الجزائر وكذا تم تقارب يعني سياسي وايديولوجي وتماك اول معرض كتاب هو فاش يعني الكتاب الديني يعني الكتاب الديني السلفي ولا قوي وكان خلال هذه المرحله يعني في 82 اول معرض كتاب كانت قوه كان حضور الكتاب الديني قوي وانت كي تهضر على حضور الكتاب تهضر على الانتشار الفكر الوهابي حاجه الاولى حاجه الثانيه يفو غابلي كو دون لي زاني في 94 97 كان احمد مراني وزير الشؤون الدينيه احمد مراني كاسكالافي وليد القصبه كان امام سلفيست هو اعتمد على الائمه الى بلاسي الائمه السلفيين المدخليين ولا العلميه كان سكون ابل عيد شريفي عبد الملك رمضاني كان عيسى عبد الغني عيسى هذوما واستعملوهم يعني الدوله الجزائريه او الدوله الوطنيه استعملتهم 4 سنين 5 سنين في محاربه الفكر التكفيري والفكر الجهادي c'est-à-dire il y avait cette هذه المقاربه الامنيه والمقاربه السياسيه. Ce qui a vraiment posé problème, c'est que tu as un État qui, par refus de démocratisation, a utilisé la religion dans tous les sens, y compris la relance des Zaouïas, parce que la relance des Zaouïas a été datée avec la J'ai oublié les Zaouïas dans quand j'ai énuméré tout ce qu'il y avait. Merci à vous tous. En fait, ils ont réarmé des vieilles choses que le mouvement national avait géré et conceptualisé et formalisé dans une... On fera peut-être un deuxième épisode mercredi prochain. Comme quoi, ça aurait pu être la première partie. Je t'écouterai la prochaine fois. Merci à vous tous d'avoir été avec nous au Café Presse Politique. Merci à Amal Hachmoud, merci à Abed Sharif, merci à Akram Kharif, Saïd Jafar. J'espère qu'on vous retrouvera tous la semaine prochaine autour de cette table. D'ici là, bien, passez un bon week-end. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le Café Presse Politique.